Bonjour à tous et bienvenue dans le Scan, le podcast Actu de Tel Quel. Vous le savez, on suit cette élection législative sur cette 9e circonscription et notre candidate aujourd'hui, c'est Naïma Mfadel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate de l'Union de la droite et du centre. Vous avez le soutien des Républicains et de l'UDI. On va parler de votre programme, bien sûr, avec une particularité, une proposition forte qui vous distingue des principaux candidats. Vous êtes également une des principales candidates. On rappelle le Parti des Républicains, parti historique de la droite française. Je précise que vous êtes également essayiste, co-auteur de « Et tout ça devrait faire d'excellents Français », qui est un dialogue avec Olivier Roy, un politologue français spécialiste de l'islam, qui s'interroge sur l'intégration des musulmans français dans les quartiers dits difficiles. Votre proposition forte, Naïma Mfadel, elle concerne l'éducation. Vous souhaitez la gratuité de l'éducation pour tous les Français de l'étranger. Comment on fait? Je rappelle juste une précision, que ça a déjà été testé par Nicolas Sarkozy et qu'on est revenu très vite en arrière. Non, on est revenu très vite dessus, c'est parce que François Hollande est revenu dessus. C'est lui qui l'a supprimé. En fait, Nicolas Sarkozy a commencé à rétablir cette gratuité en 2007. Et ensuite, François Hollande, quand il a été élu, il a dit, mais on va pas supprimer la gratuité pour les... on va pas faire la gratuité pour les nantis. Et c'est comme ça qu'il est revenu complètement dessus. Donc c'était une erreur selon vous? C'est une erreur dessus, oui, parce que moi, j'ai fait justement une tribune qui a été publiée dans Le Figaro, qui a été publiée dans un média national, parce que je voulais vraiment porter cette question au niveau de la France, au niveau national, un sujet vraiment important. Et justement, j'ai eu beaucoup de retours, parce que beaucoup de Français de l'Hexagone ne savaient pas. Pour moi, c'est un principe constitutionnel fondamental, c'est-à-dire l'accès à la scolarité de tout Français. Donc, il m'était insupportable de voir le coût exorbitant qui était payé par les familles qui vivaient à l'étranger, hors de France. Donc l'égalité entre tous les Français, qu'ils soient résidents ou non résidents. Exactement, l'égalité. Et vous savez, en France, vous le savez, que vous soyez riche ou indigent, vous ne payez pas la scolarité. C'est encore une fois un principe. Donc je voulais tout simplement qu'on revienne à ce principe, à ce droit et à ce devoir que la France doit avoir avec tous ses enfants. Donc effectivement, j'ai fait cette tribune pour dénoncer cette situation et aussitôt élu, ce sera mon premier chantier où je demanderai tout simplement la suppression du coût de cette scolarité et de rétablir enfin la scolarité gratuite pour tous les enfants qui sont scolarisés dans des écoles françaises. Alors vous savez qu'on a posé cette question également à une de vos concurrentes, Elisabeth Moreno. On va entendre sa réaction. Elle qualifie cette proposition d'utopie. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Les professeurs, les enseignants français sont extrêmement reconnus pour la qualité de leur enseignement. Il faut les payer. Les établissements, il faut bien les payer. Les personnels qui accompagnent ces enfants, il faut bien les payer. Qui va les payer si on décide que c'est gratuit? Quand on dit l'école doit être gratuite, c'est les Français, c'est l'argent public. Cet argent, il ne tombe pas du ciel. Comment vont réagir les Français de l'Hexagone si j'arrive la fleur au fusil et que je leur dis vos impôts vont augmenter parce qu'on a besoin de trouver 2 milliards pour scolariser les enfants de nos compatriotes qui sont à l'étranger. C'est absurde. Donc moi, je plaide pour trouver des partenariats innovants, des financements innovants, aller vers les entreprises du CAC 40 ou même des entreprises qui ont envie de contribuer à financer ces écoles. Parce que c'est vrai que les frais de scolarité ont quasiment doublé en 10 ans. C'est insupportable. Que lui répondez-vous? Je lui répondrai qu'effectivement, Nicolas Sarkozy était dans l'utopie quand il a rétabli la gratuité. Donc c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et je regrette que justement les socialistes l'ont supprimé. Et je regrette que le président Macron ne s'est pas penché sur la réalité que vivent les Français de l'étranger. Parce que c'est des coûts exorbitants. Donc je lui dirais que pour quelqu'un qui a fait partie d'un quinquennat où il y avait le fameux quoi qu'il en coûte, je suis étonnée qu'elle dise ça. Et je vais vous dire, vous savez que en France, vous savez combien ils ont coûté les autotests sur un mois? 1 milliard. Tiens, donc voilà. on est pratiquement au budget de l'éducation des Français de l'étranger. Bravo, exactement. 2 milliards, c'est le double, quasiment. Voilà. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, combien coûte le budget de l'éducation nationale? Le budget de l'éducation nationale, global. C'est 55 milliards. J'allais dire 50, j'étais pas loin. Vous n'étiez pas loin. Et vous savez combien l'augmentation de cette année qu'a eu le budget de l'éducation nationale? 3%. Donc 1 milliard et quelques juste pour
permettre de scolariser nos enfants gratuitement, qu'est-ce que c'est? Ça, on pourrait juste prendre le budget de cette augmentation allouée au budget de l'éducation nationale. Donc c'est une goutte d'eau, ce que vous nous dites, c'est une goutte d'eau, quelque part. C'est une goutte d'eau, bien évidemment. Et bien évidemment. Et la France, elle se grandit. Elle se grandit en étant dans l'égalité de traitement du citoyen. Moi, je défends l'équité de traitement du citoyen. Vous savez, toute ma vie, si je puis dire, ma vie en tout cas professionnelle et militante associative, j'ai eu le souci de cette égalité de traitement. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai toujours travaillé dans l'insertion sociale, professionnelle, tendre la main à celui qui en a besoin, etc. Et je suis aussi sur ces principes fondamentaux. Vous savez, notre pays est un grand pays. Quand un enfant vient en France avec sa famille et qui sont dans l'illégalité, on dit pas non, c'est des familles qui sont clandestines ou illégalement installées dans notre pays. On scolarise. Eh bien moi, je trouve que c'est la grandeur de la France de scolariser ses enfants et que tout le monde ait accès à l'école gratuite. Alors, on va parler encore d'égalité, puisque vous souhaitez une égalité également fiscale entre les Français de l'étranger. C'est vrai qu'il y a des Français de l'étranger qui ne contribuent pas à l'impôt en France, d'autres contribuent quand ils ont une résidence particulière en France. Vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous souhaitez supprimer notamment certains impôts, des contributions sociales auxquelles les Français résidents contribuent, et faire de la résidence de la France une résidence principale. Vous allez même plus loin, vous souhaitez créer finalement des droits simples, un droit crédible pour acquérir un bien, un droit à un compte bancaire, ce qui est très très difficile, voire impossible pour beaucoup de Français à l'étranger. Comment vous comptez procéder? Alors, concernant déjà, là, je pense que vous voulez parler de la CSG-CRDS. Oui. Alors, vous savez que la Cour européenne, les Français de l'étranger étaient assujettis. La Cour européenne a condamné la France par rapport à cet impôt, qui était injuste. Qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande? Il l'a supprimé pour ceux qui vivent en Europe, et il l'a gardé pour les extra-européens. C'est-à-dire que si vous habitez à Barcelone, vous le payez plus, mais si vous habitez à Casablanca, vous le payez. Vous voyez un peu l'injustice et la discrimination. Donc moi, je veux revenir sur ça et supprimer tout simplement. Ensuite, quand vous gardez en fait un appartement, une maison, parce que c'est important que vous soyez toujours dans l'attachement à votre pays, on a décidé que ce serait une résidence secondaire. Alors que c'est la résidence d'attache et que c'est important que nos compatriotes gardent une maison ou un appartement dans leur pays d'attache. Donc ça aussi, je veux revenir dessus et supprimer cette notion de résidence secondaire et plutôt en faire une résidence principale. Ce qui fait que vous n'aurez pas effectivement un impôt supplémentaire à payer. Concernant le compte bancaire, alors ça aussi, c'est quand même assez incroyable que des Français ne puissent pas avoir un compte bancaire en France et ne puissent pas avoir la possibilité de prendre un crédit pour acheter un bien ou même pour payer les études de leurs enfants. Il y a une part de risque aussi qui n'est pas négligeable pour les banques. C'est ce que pourraient dire les banques. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais souvent, en fait, c'est parce qu'il y a une minorité qui est dans la fraude. Mais la majorité, ils sont tout à fait honnêtes, ils peuvent fournir les documents qu'il faut, etc. Mais sous ce prétexte, on punit l'ensemble. Aujourd'hui, vous savez, en France, on peut facilement vérifier si vous êtes dans l'égalité ou non. Donc moi, je trouve vraiment extrêmement, même insultant, qu'aujourd'hui, les Français ne puissent pas avoir tout simplement un compte. J'ai rencontré, vous savez, dernièrement, j'ai fait une petite rencontre avec des Français de la ville de Mohammedia. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mais vous savez que moi, on vient de me fermer mon compte bancaire. Mais je lui dis, bah pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait... Voilà. Inactif depuis 10 ans, 5 ans? Non, juste une année en fait. D'accord. Juste une année. Et il me dit, mais en fait, moi, je l'utilise que quand je vais en vacances. Voilà. Eh bien, on lui a fermé. Voyez. Donc ça, c'est une injustice. Et moi, je veux absolument que notre pays, qui est un grand pays, puisse encore une fois concerner l'ensemble des Français de l'étranger comme des Français à part entière et non pas aller de discrimination en discrimination. On a beaucoup de profils, Naïma Mfadel, de Français entrepreneurs ici au Maroc, ici dans cette circonscription, cette 9e circonscription. Que souhaitez-vous faire pour eux? Alors moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé aussi dans mon poste précédent sur tout ce qui est financement et aide à l'entrepreneuriat. Notamment, j'ai beaucoup milité pour aider les jeunes, notamment, et les femmes. Donc là, ce que je souhaite tout simplement, c'est que tous les dispositifs qui existent dans notre pays, notamment par un conventionnement avec les régions de France, tous les dispositifs de financement qui existent dans notre pays puissent être que les Français de l'étranger puissent tout simplement en bénéficier. Vous partagez un point commun avec Elisabeth Moreno.
sur ce point. Je sais pas si alors m'a piqué mon idée parce que moi ça fait longtemps que j'en parle. Hein. Moi je suis en campagne depuis le mois de décembre. Effectivement. Mais donc faciliter en tout cas les contacts et les aides pour les entrepreneurs. Vous savez, moi je pars du principe que tous ces Français qui vivent à l'étranger, ce sont des ambassadeurs de notre pays. Ce sont des ambassadeurs du savoir-faire. Moi je suis admirative de leur prise de risque. Et plus on permet aussi à ces entreprises de s'installer et qu'on les favorise dans le financement, c'est la France aussi qui rayonne, vous voyez. Donc, et puis encore une fois, ces dispositifs, il y a absolument rien, et moi j'ai travaillé dessus, qui empêche que tout simplement les Français de l'étranger puissent en bénéficier. Alors, 2 dernières questions. D'abord, le dossier du Sahara, c'est une préoccupation forcément importante ici pour beaucoup de binationaux et de Marocains. Quelle est votre position? Est-ce que vous serez une des candidates ou une députée qui défendra la proposition d'autonomie, voire la souveraineté intégrale du Maroc sur le dossier du Sahara? Alors moi, clairement, le Maroc est un et indivisible, donc effectivement, le Sahara fait partie intégrante du Maroc. Effectivement, j'ai commencé déjà à rencontrer, à discuter avec des parlementaires qui seront de ma famille politique, parce que vous savez quand même que la droite est plutôt sur un tropisme marocain, pour effectivement travailler sur ce dossier-là et faire des avancées majeures. Moi, ce que je regrette, je vais être honnête avec vous, c'est qu'en 2007, le président Sarkozy avait pris un positionnement pro-Maroc et aussi pour qu'on puisse enfin sortir de ce problème parce que qui empêche aussi la région de se développer. Et ce que je regrette, c'est que malheureusement, François Hollande n'ait rien fait et que Emmanuel Macron non plus. Donc effectivement, il faut qu'on reprenne j'allais dire le bâton de pèlerin pour que enfin la France soit au rendez-vous de l'histoire. Parce que moi, ce que je regrette, vous voyez, c'est que tous ces pays qui aujourd'hui ont pris clairement position, comme les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, là où apparemment les Pays-Bas sont aussi prêts à prendre position sur cette question-là. Et je regrette que notre pays, qui a des liens fraternels, historiques, avec le Maroc, n'ait pas été au rendez-vous. Dernière question, ça concerne les visas, parce que finalement, tout au long de cette interview, ce que je constate, c'est un lien avec la France peut-être qui se perd de plus en plus, un lien avec la francophonie également qui se perd de plus en plus, ici même au Maroc et dans d'autres territoires de cette circonscription-là. Voici un exemple peut-être qui a rompu encore un peu plus ce lien, c'est cette division par 2 du nombre de visas accordés donc aux Marocains en septembre 2021. Est-ce que vous militerez pour un retour à la normalité entre guillemets sur cette question-là? Bien sûr, il faut revenir à la normalité sur ces questions parce qu'aujourd'hui elles touchent des familles entières, elles touchent aussi les entreprises françaises parce que certains ne peuvent pas envoyer leurs collaborateurs, ils ont difficulté à avoir des visas, elles touchent aussi les étudiants, elles touchent aussi les chercheurs, les médecins, les cadres, les ingénieurs. Aujourd'hui, elles touchent sans distinction et c'est même dramatique parce que je voudrais juste vous citer 2 exemples qui sont complètement à l'opposé. Un monsieur qui est venu me voir et qui me disait, vous voyez, moi je devais aller en France, ma fille est française, elle va avoir un petit bébé, je voulais assister, malheureusement il n'a pas eu de visa. Et puis vous avez une autre personne qui elle a perdu un proche et qui n'a pas pu se rendre en France pour assister à l'enterrement. Donc je pense qu'il faut arrêter, il faut trouver d'autres moyens de discussion qui sont en lien avec la diplomatie. Il faut travailler cette diplomatie, il faut que les gouvernements travaillent ensemble et que les citoyens ne soient pas punis, d'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça met à mal aussi les liens, encore une fois, fraternels, historiques, entre notamment l'Afrique et la France, et notamment le Maroc et la France. Naïma Fadel, beaucoup de bonne volonté. En revanche, beaucoup de gens vous poseront cette question-là. Vous faites partie des Républicains. Les Républicains ne sont pas majoritaires, à moins d'une énorme surprise à l'Assemblée nationale. Quel sera votre impact si vous êtes élu député pour les Français de l'étranger sur ces mesures-là? Vous allez voir créer des ponts, des dialogues avec En Marche, par exemple? Vous savez, moi, je pouvais regarder, mais j'invite à regarder mon parcours. Moi, j'ai toujours travaillé en partenariat et je suis quelqu'un qui sait mettre autour de la table les personnes. Et puis, je peux vous dire que concernant, par exemple, les mesures que j'ai proposées, j'ai un écho plutôt favorable. Et un écho favorable qui va au-delà de ma famille politique. Sur votre famille politique, cette question des visas? Oui. Alors moi, je vous dis encore une fois, c'est ma position à moi. Moi, je suis une femme politique, je suis de l'union de la droite et du centre. J'ai ma propre conviction, mes propres valeurs. Et je vous le dis encore une fois, moi, je suis contre cette politique des visas et de baisse des visas. Ça, au contraire, c'est contre-productif et je trouve ça regrettable. Et il y a l'humain derrière tout ça.
Il y a effectivement le business avec les entreprises françaises qui ont aujourd'hui du mal, mais il y a aussi l'humain. Et moi, je regrette vraiment ce qui se passe. Merci beaucoup, Naïma Fadel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.